Bonjour à tous, j'espère que tout le monde va bien. Je vous souhaite la bienvenue à ce webinaire sur la démobilisation. Puis je vous propose qu'on débute tout doucement, mais avant, j'aimerais prendre le temps de me présenter. Donc, je m'appelle Vicky, je suis conseillère en développement organisationnel chez Amelio et mon rôle consiste à accompagner les organisations dans leur démarche de mobilisation. Plus précisément, ce que moi je fais au quotidien, c'est que je les aide à identifier et comprendre les préoccupations que vivent leurs employés, puis je les accompagne dans la mise en place de stratégies. Vous l'aurez compris, c'est un sujet qui me passionne, c'est un sujet que je maîtrise et je suis vraiment ravie d'être avec vous aujourd'hui pour vous partager un peu de mon savoir. Mon but vraiment, c'est de vous inspirer, de mettre la lumière sur ce sujet-là dont on ne parle pas suffisamment pour que vous retournez dans vos organisations avec l'envie de poser des actions concrètes pour y répondre. Avant qu'on saute dans le vif du sujet, j'aimerais ça vous préciser que ce sera possible tout au long du webinaire de poser vos questions via le chat et dès que ce sera possible, un membre de l'équipe vous fera un plaisir de vous répondre. Ce que je vous propose qu'on explore ensemble aujourd'hui, c'est quoi le coût que ça représente pour une organisation d'avoir un ou plusieurs employés démobilisés? Parce que malheureusement, oui, ça a un coût. J'aimerais ça qu'on regarde de plus près les facteurs qui mènent à la démobilisation pour que vous soyez réellement en mesure de les repérer efficacement. Puis finalement, j'aimerais ça qu'on explore des solutions, des leviers concrets que vous allez pouvoir activer pour accompagner vos employés. On entre dans le vif du sujet. J'aimerais vraiment savoir si vous avez déjà entendu l'expression qui dit « je suis là de corps, mais pas d'esprit ». Autrement dit, je suis là physiquement, devant toi, mais dans ma tête ou dans mon cœur, je suis pas là du tout. Je me sens déconnectée de ce qui se passe autour. C'est fort possible qu'en plus de connaître l'expression, vous l'ayez peut-être même déjà vous-même vécu, que ce soit après une longue journée de travail, ou est-ce que vos enfants vous parlent de leur journée de manière spontanée avec votre conjointe, ou même carrément dans un souper de famille ou entre amis. Dans un contexte de travail, ce phénomène-là existe tout autant. Un employé peut facilement être assis à son bureau de travail ou être présent sur une chaîne de montage 40 heures par semaine, faire le travail, mais avoir le cœur et la tête qui est complètement déconnecté. Puis c'est ça qu'on appelle être démobilisé. En termes de définition, être démobilisé, c'est quand on perd progressivement son énergie, son enthousiasme, son implication envers nos tâches, l'équipe et même l'organisation. Ça se manifeste par généralement une baisse de motivation, de participation et d'investissement personnel. Puis le grand problème de la démobilisation, c'est que ça se fait lentement. On s'en aperçoit souvent pas vraiment. Puis c'est ça le danger, c'est que ça devient difficile à déceler. On le sait, la charge de travail est extrêmement élevée dans à peu près toutes les organisations. On est occupé dans nos dossiers, puis ça devient un angle mort qui malheureusement coûte cher aux organisations. Et c'est ça mon but aujourd'hui, de t'attirer un peu l'attention sur ce sujet-là. Parlant de coûter cher, je pose ça avec une statistique que je trouve super intéressante, qui dit qu'un employé démobilisé coûte environ 34% de son salaire à une entreprise, que ce soit en termes de productivité ou d'absentéisme. Et ça, c'est énorme. Si on prend, par exemple, un employé dont le salaire est de 50 000, on parle d'un montant d'environ 17 000 $. Et ça, c'est pour un seul employé qui est démobilisé. Si on fait l'exercice avec tous ceux qui le sont au sein de l'organisation, ça commence à faire beaucoup d'argent. La question à se poser, c'est est-ce qu'on a vraiment le luxe de perdre tout cet argent-là? Au-delà du montant, pour une entreprise, un employé démobilisé, c'est aussi un employé qui va probablement nuire à la productivité, qui va être plus sujet à faire des erreurs, des oublis, qui risque de s'absenter plus souvent, qui va générer moins d'innovation, puis même, à un certain stade, nuire à la culture d'entreprise. Puis le grand problème de tout ça, c'est que ça apparaît pas, ça, dans les états financiers. Un employé qui est démobilisé va aussi impacter le travail de l'équipe de ressources humaines parce qu'il va générer une augmentation de la charge de travail. Ce qu'on remarque, c'est que dans un contexte de démobilisation, l'équipe des ressources humaines va avoir à faire plus de suivi, va devoir impliquer les gestionnaires, donc c'est plus de réunions, entamer peut-être des démarches de médiation, gérer les absences. On remarque aussi qu'il y a un plus grand taux de roulement dans les organisations où il y a de la démobilisation, donc ça vient avec des coûts pour supporter le processus de recrutement et ça impacte également la marque employeur parce qu'on le sait, un employé qui vit de la frustration, qui quitte une organisation, va souvent avoir envie de véhiculer toutes ces frustrations qu'il a vécues et ça va retomber dans la cour des RH de mettre en place notamment des stratégies de rayonnement ou gérer la réputation de l'entreprise. Donc, contrairement à ce qu'on a vécu récemment dans un contexte de pénurie de main-d'œuvre, le problème actuellement, c'est plus tellement que les employés partent ou qu'on a de la difficulté à les recruter, c'est qu'ils restent au sein de nos organisations mais en étant désengagés. Puis ça, on l'a dit, ça a un coût.
Actuellement, une des grandes fausses croyances que j'entends puis que de la vie dure, c'est que le salaire serait la principale cause de démobilisation chez les employés. Puis ce qu'on remarque, c'est que c'est complètement faux. Oui, les employés ont à cœur d'avoir une rémunération qui est juste, ils veulent avoir évolué dans le temps, surtout dans un contexte économique tendu comme ce qu'on vit actuellement. Mais étrangement, quand on les questionne sur les motifs qui les amèneraient à quitter une organisation ou encore quand on leur demande c'est quoi les éléments que tu juges importants pour être heureux au travail, le salaire ne ressort pas comme le facteur qui impacte la mobilisation. À titre d'exemple, je peux avoir un très bon salaire, mais si ma relation avec mon gestionnaire n'est pas saine puis que je rentre chaque matin avec la boule au ventre, ça ne pourra pas fonctionner à long terme. Je risque de finir par me démobiliser. Même chose si de manière générale, tout se passe bien. J'ai un bon salaire, des bons avantages. Relation gestionnaire, collègues, ça se passe bien, mais mon travail ne me nourrit pas. Je ne me sens pas sur mon X. Je manque de sens au travail. Encore une fois, je risque à un moment donné de vivre une certaine forme de démobilisation. Ce qu'on remarque, en fait, c'est que c'est un ensemble de facteurs qui contribuent à la mobilisation au travail. Des facteurs, il y en a plusieurs. Je vais en lister quelques-uns aujourd'hui. Ce que je vois le plus dans les analyses présentement, c'est le sens et l'alignement avec la mission et les valeurs, notamment pour la nouvelle génération pour qui c'est extrêmement important. Relation avec les gestionnaires et les collègues, évidemment. La charge de travail, l'équilibre travail-vie personnelle qu'on voit beaucoup ressortir chez les jeunes familles, la reconnaissance de l'organisation, le fameux party de Noël qui faisait office de reconnaissance il y a quelques années ne résonne pas de la même manière avec la nouvelle génération. Et il y a la rétroaction aussi là, que recherchent plusieurs employés pour pouvoir se positionner là, sur qu'est-ce qui me reste à développer pour pouvoir accéder à plus. Donc, dans l'exemple qu'on voit ici, on a demandé à un employé via une pyramide, de mettre par ordre d'importance les éléments qui contribuent à son bonheur ou à son engagement au travail. Donc, on voit ici que l'employé a positionné la rémunération globale comme premier élément. Ça fait du sens, ça répond à un besoin vital, là, d'aller chercher, de pouvoir acheter de la nourriture, payer son loyer, tout ça. Deuxième position, il y a la reconnaissance et la rétroaction. Donc, ce que cet employé dit, c'est, pour moi, c'est important qu'on reconnaisse ma contribution, mes efforts. J'ai besoin d'avoir la rétroaction pour savoir où je vais. On voit que d'avoir une charge de travail qui est bien équilibrée, accès à de l'équilibre travail-vie-famille, c'est important. Donc, c'est un exercice que je vous propose de faire dans les organisations. Vous pouvez prendre cette pyramide-là, la rendre complètement vide et demander aux employés ce qui est important. Donc, un gestionnaire qui connaît les éléments ou les facteurs qui mobilisent un employé va être capable de poser des actions beaucoup plus concrètes. Donc, si on résume, on ne s'en tient pas au salaire. Oui, à court terme, ça peut motiver nos employés, mais à long terme, ce n'est pas un gage de succès. J'aimerais ça maintenant qu'on prenne un instant pour comprendre comment la démobilisation, ça s'invite dans nos entreprises. On l'a dit tantôt, c'est un processus qui est lent, c'est pas toujours facile de le déceler, de le voir arriver, donc je vous propose un exemple concret, puis je suis certaine que vous allez avoir des visages, des situations en tête. Donc, on va prendre l'exemple de Maxime, qui évolue dans une organisation là, depuis quelques années. En apparence, tout va pour le mieux. Il accomplit le travail qui est demandé. Il est présent au bureau tous les jours. Mais au fond de lui, Maxime vit de plus en plus de frustration. L'entreprise est en forte croissance, puis il sent là, qu'il y a de plus en plus de pression sur l'équipe. Il remarque aussi que son gestionnaire est de moins en moins disponible parce qu'on s'entend, lui aussi, sa charge de travail elle a augmenté. Le dernier employé qui a quitté dans l'équipe de Maxime n'a pas été encore remplacé, ce qui fait que, en bon joueur, il compense un petit peu, il en prend plus sur ses épaules, il répond présent pour les demandes qu'on lui adresse. Mais au fond de lui, Maxime commence à en avoir assez de ce rythme-là, qui vient avec une certaine pression, une charge de travail élevée. Il sent pas aussi que ses efforts sont toujours bien reconnus, sa contribution aussi. Puis fort possible que Maxime va finir par prendre son courage à deux mains puis en parler à son gestionnaire qui va peut-être lui répondre que la forte croissance est un peu hors de son contrôle, mais qui lui promet qu'il va essayer d'être plus disponible et mieux le soutenir dans ses tâches. Si jamais Maxime croise l'équipe de ressources humaines, ça se fait qu'il en profite pour lui demander, vous en êtes où dans le processus de recrutement là, de mon prochain collègue? Puis malheureusement, ça se peut qu'on lui dise, à l'heure actuelle, on n'a pas de candidats qualifiés là, dans le processus. Ça se peut qu'à travers une réunion, le gestionnaire de Maxime en rajoute un petit peu en leur annonçant qu'il y a un gros contrat qui vient de rentrer, que c'est stratégique pour l'entreprise, puis qu'ils vont devoir réorganiser les priorités pour pouvoir le prendre en charge. Vous allez vous en douter bien, la résilience de Maxime va commencer à s'effriter tranquillement. Puis le vendredi soir, quand il va arriver à la maison, ça se peut qu'il ventile sa frustration à sa conjointe en disant quelque chose du genre « Là, ça n'a pas de bon sens. Ça fait des mois que ça dure, j'ai l'impression qu'il n'y a rien qui change, je suis fatiguée, puis surtout, je commence à être de moins en moins heureux dans mon rôle. » Ce
qui risque d'arriver à Maxime, c'est soit qu'il va continuer d'évoluer dans son rôle, mais en étant démobilisé, ce qui va entraîner peut-être une baisse de performance, des erreurs, des absences, comme on l'a dit tantôt, ou il va peut-être carrément envisager là, de changer d'emploi et dans quelques mois, quelques semaines, peut-être quitter son organisation. On l'a dit tantôt, la démobilisation, c'est pas quelque chose qu'on voit venir, qui saute aux yeux, qui arrive avec des grands drapeaux. Donc, j'aimerais ça peut-être qu'on regarde des signes que vous pourriez apprendre à repérer, à déceler pour voir arriver la démobilisation un petit peu plus vite dans vos organisations. Des signes, il y en a plusieurs, je vous en dresse quelques-uns, mais soyez sans crainte qu'il y en a beaucoup plus que ça. Donc, pensez à un employé qui soudainement a moins de disponibilité. On pense à Claude là, qui est sur une chaîne de montage, lui il aime ça arrondir ses fins de mois, veut faire plus d'overtime, puis là tout d'un coup, non, plus d'overtime, plus disponible, on sait pas trop pourquoi. On pourrait remarquer aussi une perte d'intérêt pour les nouveaux projets. On en a tous en tête là, des employés super motivés qui aiment ça avoir un quotidien diversifié, veulent s'intéresser dans de nouveaux projets, puis ouf, vont laisser passer là, les opportunités. On va peut-être aussi remarquer un certain détachement émotif. Puis ça pourrait se traduire par un langage qui ressemble à quelque chose comme de toute façon, tu sais, à quoi ça va servir? Tout le temps pareil. Tu sais, on sent le détachement là, dans le discours de la personne. On peut observer des retards, des absences répétées, ou un employé qui venait toujours au bureau, puis soudainement, il reste tout le temps en télétravail. On voit qu'il s'isole un petit peu, on ne sait pas trop ce qui se passe dans sa vie, il est connecté moins souvent. On va remarquer aussi, là, quand il y a une certaine forme de démobilisation qui est avancée, un mode reproche. Les employés vont arriver là, de manière très préparée aux évaluations de rendement, vont connaître leurs valeurs sur le marché, vont arriver avec des chiffres. Puis des fois, on va observer aussi là, des discours un peu passifs-agressifs du genre c'est pas à moi de faire ça, ça rentre pas dans ma liste de tâches. Puis tu sais, ils vont s'en tenir au minimum. Il faut faire attention, par exemple, de ne pas sauter trop vite aux conclusions. C'est pas parce qu'un employé vit des frustrations que nécessairement il est démobilisé. Tout comme ça se peut qu'il vive juste des moments plus difficiles dans sa vie personnelle, puis que c'est une situation qui est temporaire. Pour suspecter de la démobilisation, il y a 2 grands critères à observer. Je vous dirais, c'est la présence de plusieurs signes. Donc, par exemple, reste en télétravail plus souvent, on sent qu'il s'isole, se mêle moins aux collègues. Tu sais, ça pourrait être comme plusieurs signes qu'on observe. Puis, un changement de comportement soudain. Ça va généralement être les 2 critères là, qui pourraient vous amener à suspecter là, une certaine forme de démobilisation chez vos employés. La question qui se pose maintenant, c'est quand je me rends compte qu'un employé a l'air démobilisé, qu'est-ce que je peux faire concrètement pour l'aider? La première chose que je vous propose et que je vous conseille de faire, c'est ouvrir la discussion de manière empathique puis surtout éviter de fuir le problème. On peut utiliser des formulations du genre « Comment tu vas en ce moment, là, tu sais, pour vrai, là, tu sais, j'ai remarqué que tu viens moins au bureau, tu sais, il se passe quelque chose dans ta vie personnelle, je suis inquiète, tu sais, je remarque que la qualité de ton travail s'est dégradée un petit peu dernièrement alors que d'habitude, tu remplis les standards, j'aimerais ça qu'on en parle ensemble. » Le but, ça va être d'amener l'employé, s'il n'est pas trop tard, à exprimer sa frustration. Un employé qui vit qui se sent démobilisé là, a besoin d'être entendu puis validé dans son ressenti. Donc, on va surtout éviter les phrases du genre « Ouais, mais ça va se passer, c'est temporaire. » Donc, ce qu'il vit là, c'est souvent, comment je pourrais dire, très vif. Donc, on veut sentir que la personne fait « Ok, j'entends ce que tu dis, j'écoute, oui, c'est vrai, effectivement. » On va essayer vraiment d'accueillir le ressenti de la personne. Je vous propose aussi, si vous le désirez, de faire peut-être une petite introspection. Tu sais, comme gestionnaire, là, j'ai-tu été à l'écoute? J'ai-tu été disponible? Ah ouais, c'est vrai, hein, tu sais, ça fait 2 mois là, que je repousse les one-on-one. C'est vrai que Maxime, ça fait 2-3 fois qu'il m'accroche dans le corridor et qu'il me dit « J'aimerais ça te parler de quelque chose, puis que j'ai jamais de temps, puis que je repousse nos rencontres. » Il n'y a rien de plus désarmant pour un employé que de sentir qu'on assume notre part de responsabilité. Ça met souvent la table à OK, un espèce de sentiment de sécurité psychologique où on a envie de se confier parce qu'on voit que l'autre a fait une certaine lecture de la situation. Ensuite, je vous propose poser des actions concrètes. Qu'est-ce que je peux changer aujourd'hui qui aurait un impact sur la situation? Des fois, c'est pas toujours évident, il y a plein de frustrations qui sont entremêlées, mais plutôt que d'arriver en mode solution, demandez simplement à l'employé de quoi tu aurais besoin là, pour enlever un peu de pression, alléger. Là, si je pouvais enlever une petite chose dans ton quotidien qui pourrait générer un impact positif, ce serait quoi? Dernière chose, je vous propose de faire des suivis. Des fois, là, on part avec toutes les bonnes intentions, on ressort d'une rencontre là, à cœur ouvert où est-ce qu'on s'est dit là, nos frustrations, puis pouf, on n'entend plus parler. Faites des suivis. Hey, je te propose qu'on s'en reparle vendredi prochain. J'aimerais ça faire le point sur les stratégies là, qu'on a mis en place. Ça a donné quoi? Là, ça a-tu un impact concret dans ton quotidien? Donc, en résumé,
sais, être à l'écoute, ça va toujours être un bon premier pas. Dans un contexte de petite entreprise, parce que vos gestionnaires sont présents, impliqués au quotidien, ça risque de bien passer. Mais si vous évoluez dans un contexte multisite, par exemple, vous avez une centaine d'employés et plus, ça se peut que ça devienne difficile d'avoir une vue d'ensemble puis de pouvoir agir là, sur chacun des employés démobilisés. Puis à ce niveau-là, évidemment, ça va vous prendre un outil plus efficace là, que les rencontres one-on-one pour y arriver. Si vous vous dotez d'un outil, il y a certaines données qui vont être nécessaires, puis je vais prendre le temps de vous expliquer qu'est-ce que vous auriez besoin. Donc, tout d'abord, ça vous prend un tableau de bord complet qui va mettre en évidence déjà un score de mobilisation. C'est comme une donnée que vous allez pouvoir voir évoluer dans le temps, fluctuer, qui va vous donner un aperçu là, du niveau de mobilisation dans l'organisation. Votre tableau de bord va devoir évidemment mettre en évidence les grandes forces organisationnelles. On a tendance à penser là, qu'on veut toujours savoir ce qui va pas bien, mais on veut aussi savoir qu'est-ce qui va bien. C'est quoi les piliers dans ma culture dont je veux me servir pour renforcer le sentiment d'appartenance, des messages clés que je peux dégager dans ma marque employeur. On se rappelle que nos employés vivent des frustrations. Des fois, on a l'impression que le gazon est plus vert ailleurs, mais il faut taper le clou un peu sur ce qu'on fait de bien aussi. Évidemment, votre tableau de bord va devoir aussi mettre en lumière les préoccupations au sein de votre organisation. Donc, c'est quoi qui mérite notre attention? Sont où nos angles morts? Dans l'exemple qu'on voit ici, les employés ont positionné l'équilibre travail-vie personnelle comme une grande force, donc signe que les initiatives qu'on a mises en place résonnent auprès d'eux, mais il y a des améliorations qui pourraient être apportées à tout ce qui touche à la rétroaction. Ensuite, ça serait super intéressant pour vous de savoir, est-ce que vos employés vous recommandent comme un bon lieu de travail? Cette mesure-là, on l'appelle le TNR, donc le taux net de recommandation, ou en anglais, le ENPS, le Employee Net Promoter Score, qui est un indicateur qui provient du marketing, mais qu'on applique à l'expérience employée. Ça permet à vos employés de diviser en 3 grands groupes, donc les promoteurs, ceux qui vous recommandent de manière spontanée, qui vivent principalement du positif au sein de votre organisation, les passifs, qui vous recommandent, mais de manière moins spontanée, parce que ils vivent quelques frustrations, leur discours va être plus nuancé, et les détracteurs, donc les gens plus critiques au sein de votre organisation, qui non seulement ne vous recommandent pas, mais vivent beaucoup de négatifs. De connaître aussi les intentions de départ de vos employés, c'est une autre donnée que vous risquez de trouver fort intéressante parce que, disons-nous-le, c'est toujours mieux de pouvoir agir avant que les gens quittent. Donc, en demandant à vos employés, avez-vous l'intention de rester à l'emploi de l'organisation pour les 2 prochaines années? Vous donnez la possibilité à vos employés de se positionner dans 3 grandes catégories. La première, c'est ceux qui ont l'intention de rester. C'est intéressant de leur demander, qu'est-ce qui contribue à ton envie de rester? Là? C'est quoi les éléments de fierté que tu vis dans ton travail? Ceux qui considèrent changer d'emploi, donc dans cette catégorie-là, ça ne veut pas dire qu'on est à la recherche d'un emploi. Ça veut dire qu'on est ouvert aux possibilités. On est bien dans notre organisation, mais on dit un peu ce qui se passe. On est ouvert aux messages des recruteurs, on regarde passer les offres d'emploi. Puis des fois, ce qui arrive, c'est que si je vis une petite période où c'est plus difficile, je vis de la frustration qui n'est pas exprimée, ça se peut que je postule sur une offre d'emploi. Troisième catégorie, on va souvent retrouver nos détracteurs dans cette catégorie-là, mais c'est ceux qui sont activement à la recherche d'un emploi. Là, eux, ils vivent la frustration, sont complètement démobilisés, puis ils cherchent à sortir de votre organisation. Donc, c'est une donnée là, qui vous permet quand même d'agir puis de croiser là, avec l'information des promoteurs passifs et détracteurs. Tantôt, dans la présentation, on parlait du fait qu'il existe différents facteurs là, qui nourrissent la mobilisation. Là. Vous vous rappelez l'espèce de pyramide que je vous ai présentée. Donc, ces facteurs-là ne seront pas les mêmes pour tout le monde. Un employé avec des jeunes enfants va peut-être positionner l'équilibre travail-vie personnelle comme une priorité parce que ça facilite son quotidien. Alors que si je suis une jeune recrue qui rentre dans une organisation, c'est peut-être l'accès au développement professionnel qui va m'intéresser parce que je veux développer mes compétences pour pouvoir monter dans l'échelon. L'idée, c'est de savoir qu'est-ce qui nourrit réellement l'engagement de vos employés pour pouvoir mettre vos efforts là où ça compte. Fait qu'au lieu d'avoir une petite pyramide pour chaque personne, ça serait le fun d'avoir un tableau qui vous dirait, c'est quoi le top 5 là, des éléments qui nourrissent le bien-être au sein de l'organisation. Puis encore une fois, comme on le disait, ça vous permet de mettre vos efforts là où ça compte. Dans une organisation, ça se peut que les différentes équipes que vous avez vivent des réalités différentes. On parle de microculture. Ça, c'est impacté par différents facteurs. Fait que, par exemple, au sein de l'organisation, je pourrais me rendre compte que la relation avec les gestionnaires, ça va bien pour tout le monde. On a des scores très élevés, mais je vois là, que au service à la clientèle, c'est une réalité complètement différente. Eux, ils sont dans le rouge. Ils ont donné une note de 5.2, par exemple, alors que le reste de l'organisation a donné une note de 7.2. Mais ça attire notre attention. C'est comme une lumière qu'on vient mettre quand c'est possible de faire la segmentation. Même chose, si j'ai un bureau à Québec, un bureau à Montréal,
J'ai les mêmes initiatives, mais l'équipe de Québec répond moins bien. Elles sont plus préoccupées et mettent certaines frustrations par rapport aux initiatives, alors que Montréal, ça se passe super bien. Et de pouvoir faire de la segmentation, c'est super pertinent dans un contexte de mobilisation. Finalement, si on résume toutes ces données que je viens de vous présenter, c'est une chose, mais il y a une étape qui est à ne pas négliger dans une démarche de mobilisation, c'est que vous allez devoir bâtir un plan d'action, puis ultimement, là, présenter les résultats à votre équipe. Vous nous avez émis telle préoccupation, voici ce qu'on a l'intention de faire. Fait que imaginez, si en quelques clics, vous pourriez télécharger une présentation complète qui met en lumière les différents faits saillants dont on vient de voir, les forces, les défis, puis que vous pourriez adapter cette présentation-là en fonction de vos besoins, de votre charte graphique. Donc, ça vous ferait sauver énormément de temps, ça vous permettrait de vous concentrer sur ce qui compte vraiment, qui est le plan d'action. Parlant de plan d'action, c'est pas toujours évident de trouver les bonnes stratégies, les solutions à mettre en place qui vont donner les meilleurs résultats. Dans un contexte comme ça, bien, ça devient super intéressant de pouvoir bénéficier d'un accompagnement par des experts ou même d'une communauté qui vit les mêmes enjeux. Je le vois beaucoup dans ma pratique. Une fois qu'on a fait l'analyse, qu'on a identifié les préoccupations, mes clients vont souvent me dire qu'est-ce qui se fait ailleurs, qu'est-ce que font les organisations qui vivent avec des problématiques au niveau de la rétroaction, qu'est-ce que je peux mettre concrètement en place là, qui donnerait des bons résultats. Fait que c'est ce que vous allez retrouver chez Amélio. Non seulement un outil qui est efficace, l'expertise, un accompagnement personnalisé par l'équipe de développement organisationnel, une plateforme aussi, on en a un peu parlé, mais qui assure la confidentialité. On va se le dire, là, d'avoir le guts de communiquer nos préoccupations. On veut quand même préserver une certaine confidentialité. On veut pas que les dirigeants soient capables de nous identifier. C'est ce qui permet souvent là, d'avoir accès au vrai ressenti des employés. Donc, c'est important d'avoir un outil qui va protéger la confidentialité des employés. Puis, on en a un peu parlé aujourd'hui parce qu'on s'est concentré davantage là, sur les grands éléments dont vous avez besoin là, pour mener une démarche de mobilisation. Mais l'outil d'Amélio permet plein d'autres fonctionnalités, notamment un module de marque employeur, la réponse aux commentaires. Donc, ça devient intéressant d'avoir un outil là, qui est plus complet. Donc, jusqu'à maintenant, à Amélio, on a eu le privilège d'accompagner 700 organisations dans leur démarche de mobilisation. Puis chaque fois, notre objectif reste toujours le même, c'est de rendre le processus simple et facilement actionnable pour vous, parce qu'on le sait que le sujet de la démobilisation, là, c'est assez complexe en soi. J'aimerais conclure le webinaire en vous partageant notre grand souhait, là, notre souhait le plus cher, c'est que les entreprises réalisent qu'elles n'ont pas à choisir entre le bien-être et la performance. C'est pas deux forces opposées, c'est plutôt des alliés puissants qui, quand on les réunit de façon cohérente, intentionnelle, bien, ça crée vraiment des équipes qui sont mobilisées, résilientes puis performantes. Puis ça, c'est vrai, là, j'en vois chaque jour dans ma pratique des tableaux de bord en vert où est-ce que ça va bien parce qu'on a posé les bonnes actions. J'espère que vous allez repartir d'aujourd'hui avec la conviction qu'investir dans le bien-être, c'est investir aussi dans la performance puis qu'on a tout à gagner à bâtir des environnements de travail où l'humain et les résultats vont avancer main dans la main. Fait que je vous remercie vraiment d'avoir été des nôtres aujourd'hui. J'espère que ça vous a inspiré, que vous avez aimé le contenu que je vous ai partagé. Sachez que l'équipe d'Amélio est disponible pour vous aider aux besoins. Je vous invite à scanner le code QR si vous avez envie de planifier un appel exploratoire qui est complètement sans engagement. Le but pour nous, ça va être vraiment de définir comment on peut vous aider, vous accompagner en fonction de votre réalité. Donc sur ce, je vous remercie et je vous souhaite une belle fin de journée. À bientôt!